Donc ce soir, bienvenue à tous, nous sommes là pour parler ensemble de l'harmonie familiale. L'harmonie familiale qui concerne tout le monde parce que nous avons tous une famille, une petite ou une grande famille, mais nous avons tous une famille. Et la famille, aujourd'hui encore, au moins dans notre imaginaire, est une valeur ressource, une valeur refuge dans laquelle on pense qu'on a comme une base arrière sur laquelle s'appuyer. Et c'est d'ailleurs extrêmement vrai quand vous voyez ces pauvres gens qui sortent de l'aide à l'enfance à 18 ans en n'ayant aucun soutien derrière, à quel point ils sont démunis dans la vie. Donc ça reste quand même très, très vrai que notre famille est notre base arrière, notre soutien est vraiment quelque chose d'important dans la vie de tout le monde. Et nous rêvons tous évidemment d'une famille unie, hein, ce que j'appelle moi la famille Ricoré, la famille de publicité où tout le monde est joyeux, béat, du matin au soir, se parle gentiment, est disponible les uns pour les autres, plaisante, se fait des blagues. Regardez un petit peu le fil de vos publicités, vous allez la voir en action, cette famille Ricoré. Et là, en plus, avec tous les téléfilms à l'eau de rose de Noël, téléfilms américains à l'eau de rose de Noël, vous avez pu voir à quel point, quelquefois, une famille, ça peut être carrément de la guimauve, en tout cas, dans les films et dans l'imaginaire. Après, dans la réalité, c'est malheureusement un peu souvent autre chose. Les familles sont quand même des lieux où il y a énormément, énormément de souffrance, énormément de violence. Il y a beaucoup de familles qui, tout en se prétendant une famille, en fait, sont de véritables ennemis internes et où les membres de la famille sont quelquefois plus en sécurité à l'extérieur qu'à l'intérieur de leur famille. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'il faut réaliser. Il y a ce qu'on rêve, une famille unie, bienveillante, etc. Et puis, il y a la réalité, une famille qui souvent est au minimum compliquée à vivre, voire quelquefois carrément toxique ou même dangereuse. Par exemple, 10% des familles sont incestées, c'est-à-dire qu'on y pratique l'inceste. Donc 10%, ça fait déjà quand même énormément de familles où les choses se passent de manière épouvantable. Et puis, entre ces 10% et la famille idéale, eh bien, il y a toutes les formes de difficultés familiales, les non-dits, les secrets de famille, les difficultés de communication, l'irritabilité ou la dépression d'un de ses membres, etc. Et tout ça fait un amalgame vraiment difficile à gérer en général. Euh, Moi, je me suis intéressée aux familles, en fait, plutôt en début d'activité, puisque je travaillais dans l'aide à la parentalité. Et j'ai été sollicitée à l'époque par l'école des grands-parents qui m'avait demandé une conférence pour les grands-parents. Et cette école des grands-parents, en fait, était une association pour les grands-parents qui ne voient plus leurs petits-enfants. Et c'est là que j'ai découvert qu'effectivement, les brouilles familiales pouvaient aller jusque-là. Moi, à l'époque, j'étais peut-être un peu naïve, un peu sur mes illusions aussi de famille Ricoré, j'ai découvert qu'il y avait des grands-parents qui ne voyaient plus leurs petits-enfants, tellement les brouilles familiales pouvaient être intenses. Donc à partir de là, je me suis vraiment beaucoup, beaucoup documentée sur les familles pour faire cette conférence pour les grands-parents et ben, j'ai découvert énormément, énormément de choses. Et le premier livre que j'ai lu sur le sujet, je vous parle de ça il y a bien 25 ans, c'était le livre de François de Singly, Sociologie de la famille contemporaine. Donc évidemment, le livre date déjà beaucoup, puisque les choses ont encore évolué évidemment en 25 ans. Mais ce que François de Singly repérait déjà à l'époque, et il l'appelait comme ça, il avait remarqué un affaiblissement du communisme familial au profit de l'individualisme. C'est-à-dire qu'avant, la famille passait au-dessus des individus et il y avait une espèce de valeur sacrificielle pour sa famille, que même si moi, ça ne me tentait pas, j'avais pas envie, j'étais pas d'accord, du moment que c'était pour la famille, la famille passait par-dessus l'individualité. Hein, une espèce de pivot sacrificiel au-delà duquel c'est plus moi qui compte, c'est la famille. Donc ce communisme familial s'est énormément affaibli au fil des années et les brouilles familiales se sont multipliées, la montée de l'individualisme étant pour partie une raison à cela, mais l'autre raison à cela, c'est que les gens finalement maintenant n'acceptent plus
et de moins en moins d'être maltraités par leurs proches. Et donc, il se passe qu'il y a des ruptures familiales avec les membres qu'on considère comme toxiques, négatifs et pas respectueux, mais se créent en parallèle dans les familles des affinités qui font qu'il y a une famille officielle avec les liens du sang et ce qu'on appelle l'arbre généalogique, et puis une famille officieuse qui est faite d'affinités, de services rendus et surtout de respect mutuel. C'est vraiment une donnée nouvelle dans les familles. On demande à être respecté par les siens et on ne peut plus tout se permettre avec des gens sous prétexte que c'est des gens qui nous sont proches. Et ça a été la première de mes surprises quand j'ai fait cette conférence pour les grands-parents. Il y a des grands-parents qui se sont rebellés en disant: Oh, bah si je dois me gêner avec ma fille, alors c'est pas la peine, autant qu'elle reste fâchée, etc. C'est des gens qui revendiquaient le fait de ne pas réfléchir, de ne pas mettre de conscience dans ce qu'ils faisaient avec les leurs et de pouvoir dire ce qui leur passait par la tête et avoir les émotions comme ça. C'était très surprenant pour moi de voir qu'il y avait des membres de famille qui refusaient de mettre des gants avec les gens qu'ils aimaient. Paradoxe, on est capable de mettre des gants avec les étrangers et sous prétexte que c'est la famille, de ne pas se gêner, mais ça marche plus. La multiplication des brouilles familiales en atteste. Alors, ce que François de Singly aussi remarquait, c'est que les gens qui viennent en tête dans la famille qu'on voudrait éviter, les gens avec qui on est le plus facilement brouillé et qu'on essaye le plus d'éviter dans les repas de famille, figurez-vous que ce sont les beaux-frères et les belles-sœurs, ces fameuses pièces rapportées, qui pourtant ont une fonction énorme, puisque justement ils servent à signaler qu'on a grandi, qu'on n'est plus une fratrie de petits garnements et que maintenant on est des adultes qui devons composer avec, les uns avec les autres. Et donc en tête des gens confus dans les familles, les belles-sœurs et les beaux-frères. Voilà, ça c'est vraiment la première chose que j'ai découvert. Et puis depuis 25 ans, évidemment, les données familiales ont beaucoup évolué puisqu'il y a eu le mariage pour tous qui fait que maintenant les familles, ça n'est plus forcément un papa et une maman, on peut avoir des familles homoparentales. Il y a eu la multiplication des divorces qui fait que maintenant il y a énormément de familles recomposées. Et puis il y a aussi ce phénomène qui est assez dramatique des familles dites monoparentales, sur lesquelles je reviendrai, qui sont en fait des situations où des femmes se débrouillent toutes seules pour élever leurs petits, abandonnés de tous, de la société et de leurs compagnons. Parce qu'on a beau utiliser le terme de famille monoparentale pour ne pas froisser de susceptibilité, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Les familles monoparentales, il n'y a que 17% des papas qui élèvent leurs enfants tout seuls. Les autres familles monoparentales donc, sont des mamans isolées, seules, en train de se débrouiller avec leurs enfants malgré la situation. Donc, ensuite, dans mes études, j'ai aussi beaucoup travaillé sur les travaux de Milton Erickson, le grand thérapeute américain. Et Milton Erickson, lui, définissait des cycles de la vie familiale que nous devions tous traverser au cours de notre existence et qui sont d'ailleurs, d'après lui, communs avec certaines espèces et la plupart des espèces animales, en tout cas des autres mammifères. Donc pour Milton Erickson, les cycles de la vie familiale commencent par l'époque des rituels de séduction, se continue par le mariage et ses conséquences. Ensuite, il parle de la naissance des enfants et de l'art de les élever. Puis les difficultés conjugales de l'époque de la maturité du couple, quand les enfants commencent à être adolescents et à quitter le nid. Ensuite, il a noté comme ça comment sevrer les parents de leurs enfants, la période où les enfants quittent le nid familial, puis la retraite et la vieillesse, qui sont évidemment la dernière étape dans la vie d'une famille. Et donc chaque famille traverse tous ces cycles-là. Ce que dit Milton Erickson, c'est que quand une famille n'est pas toxique, quand c'est une famille saine, elle a suffisamment de souplesse et d'adaptabilité, oh elle était dure celle-là, pour pouvoir passer en souplesse ces cycles et à chaque cycle se réorganiser pour aborder la phase suivante. Et donc, lui, dans sa pratique thérapeutique, s'appliquait essentiellement quand il recevait une personne en thérapie à voir quel était le cycle de vie familial qui n'avait pas été franchi et qui bloquait tout le reste de l'évolution familiale.
Par exemple, quand les parents n'étaient pas encore sevrés de leurs enfants, les enfants ne pouvaient évidemment pas rentrer dans l'époque de séduction et dans les rituels de séduction pour trouver un conjoint ou une conjointe. Donc, s'ils recevaient un jeune qui semblait encore être vraiment beaucoup sous l'emprise de ses parents, ils pensaient que la famille était restée bloquée au niveau du sevrage des parents et ils donnaient des techniques aux jeunes à la fois pour sevrer ses parents de sa présence et en même temps pour qu'ils puissent commencer à rentrer dans les cycles de séduction. Alors, des fois, ils donnaient des conseils très très drôles, comme par exemple, quand vos parents devaient venir chez vous, de ne pas faire de ménage ni de courses la semaine avant qu'ils arrivent, en laissant traîner quelques légumes moisis dans le frigidaire. Comme ça, en général, c'était d'après lui suffisant pour dégoûter maman de venir nous rendre visite. Voilà, c'est assez drôle de voir les techniques qu'il donnait. Je me souviens d'une fois aussi, pour aider une jeune fille à rentrer dans les rituels de séduction, elle avait les mêmes dents que Vanessa Paradis, qu'on appelle les dents de la chance, je crois, ou du bonheur. Et il lui avait dit, puisqu'elle faisait un complexe avec ses dents, d'apprendre à faire gicler de l'eau entre ses deux dents. Et un jour où elle s'entraînait, elle a fait gicler de l'eau entre ses deux dents sur un de ses collègues qui a éclaté de rire. Et après, ils sont devenus, voilà, mari et femme. Elle- euh, voilà, comment débloquer la rentrée dans l'époque des rituels de séduction. Et vous voyez qu'aujourd'hui, c'est à tous les étages que nos familles dysfonctionnent. L'époque des rituels de séduction, je crois que c'est un Français sur trois qui est célibataire. Donc ça veut dire rentrer dans les rituels de séduction, on n'y arrive plus. Le mariage et ses conséquences, je crois que c'est un couple sur deux qui divorce à Paris, un sur trois en province. Donc ça veut dire aussi que le mariage a un taux d'échec terrible. La naissance des enfants et l'art de les élever, pour avoir travaillé dans l'aide à la parentalité, je sais à quel point c'est compliqué aujourd'hui pour les parents d'élever leurs petits, de leur poser des limites et de leur inculquer des belles valeurs indépendamment de tout ce qu'ils peuvent voir sur les réseaux et à la télévision. Les difficultés conjugales de l'époque de la maturité du couple, effectivement, on retrouve à nouveau beaucoup de ruptures, hein. Je crois qu'il y a une recrudescence des divorces à la soixantaine. Euh, et en général, messieurs, méfiez-vous, à l'initiative des femmes qui trouvent que monsieur se pépérise trop vite alors qu'elles se sentent encore pleines de dynamisme. Voilà, l'art de sevrer les parents de leurs enfants, on verra que ça n'est pas si simple. Et puis, la retraite et la vieillesse, bien c'est quelque chose dont on commence seulement maintenant à parler, à se rendre compte que c'est vraiment une petite mort et que c'est pas si simple de partir à la retraite et de commencer à aborder sa vieillesse sans se sentir mis sur la touche. Et on a vu avec le Covid aussi, comment notre société traite ses vieux. C'est juste une honte. Une honte, le niveau de déshumanisation qu'on a pour nos anciens. Voilà, donc ça, ce sont les cycles de la vie familiale. Alors, on va reprendre les choses dans leur ordre. Une famille se crée de la rencontre de deux personnes qui veulent vivre ensemble et fonder un foyer. Donc autrefois, j'aurais dit spontanément, c'est la rencontre d'un homme et d'une femme qui veulent se rencontrer et fonder un foyer. Aujourd'hui, c'est la rencontre de deux personnes qui s'aiment et qui veulent se marier et fonder un foyer. C'est le démarrage de la cellule familiale, elle part de là. Et il y a déjà un énorme travail pour construire son couple, parce que ce couple sera le pivot et la structure de toute la famille pour toute la durée, je crois jusqu'à ce que la mort nous sépare. Le couple conjugal est vraiment ce qui va permettre à la famille d'être extrêmement solide. Donc, il ne faut absolument pas négliger cette époque de, de construction de la famille. Il faut vraiment euh, apprendre à construire un couple solide. Alors, il y a des tas de choses pour ça. Vous avez tous les Mars et Vénus qui sont quand même assez utiles pour comprendre pas mal de choses. Vous avez les 5 langages de l'amour de Gary Chapman qui vous explique comment apprendre à se donner de l'amour. Vous avez ma conférence sur les chauds doudous et les froids piquants pour comment on se donne confiance et comment on renforce sa confiance en soi. Euh, un couple solide, en fait, a souvent 4 caractéristiques. Alors, il peut en avoir d'autres aussi, mais ces 4 principales, c'est une solide amitié,
On pourrait presque résumer le couple où mon conjoint, c'est mon meilleur ami et en plus je couche avec, quoi. En gros, pour dire à quel point l'amitié, l'entraide, la solidarité entre les deux est importante. Moi, j'aime bien me représenter un couple comme une cordée, où quand il y en a un qui flanche, l'autre, il le remorque un peu, il le tire, il le remet sur pied. Et par contre, réciproquement, hein, pas un qui se laisse tirer par l'autre, pas une locomotive et un wagon. Donc voilà, une solide amitié, beaucoup de tendresse, des petites attentions l'un vers l'autre. Évidemment, une sexualité épanouie, ça va de soi. Hein, plus on est... Et pour les deux partenaires, s'entend. Hein, comme ça, on est sûr que tout se passe bien. Et puis de la communication, plus, plus, plus. La raison majeure des divorces actuellement est le manque de communication dans le couple. Donc ça vaut vraiment le coup d'apprendre à écouter, d'apprendre à s'affirmer, d'apprendre à dire les choses, d'apprendre à gérer les conflits pour éviter que tout ça s'envenime et que les deux s'aigrisent dans leur coin sur de très bêtes malentendus. Parce que si on s'aime normalement, euh, on se blesse par malentendu et sûrement pas par volonté de se blesser, à moins d'être en ménage avec un manipulateur ou une manipulatrice. Voilà. Quand vous avez bien construit, solidifié vos couples conjugal, vous pouvez passer à l'étape d'après, qui est celui d'avoir des enfants. Mais entre les deux, il y a une étape hyper importante à respecter, c'est celle justement de mettre ses parents à distance. C'est-à-dire que vous devez maintenant être plus le mari ou la femme de votre conjoint que l'enfant de vos parents. Et là, je retrouve Milton Erickson qui dit: le drame de l'être humain est d'avoir une belle-mère. On est la seule espèce dans la nature à devoir s'encombrer des générations ascendantes et descendantes au-delà de la période de sevrage. Quand une chatte a sevré ses petits, elle les ignore ou elle leur crache dessus s'ils essayent de revenir téter. Euh, une maman ours n'ira jamais expliquer à sa fille ours comment elle doit élever ses oursons et elle n'ira pas les lui garder non plus. Nous, en tant qu'humains, nous devons absolument trouver un équilibre dans la façon dont nous communiquons entre parents et enfants à l'âge adulte pour ne pas rester dans une relation abusive où le parent infantiliserait ses enfants ou dans une relation abusive où l'enfant chercherait de rester absolument enfant indépendamment du fait qu'il a grandi et trouver une nouvelle façon de se comporter. Et c'est là où justement notre conjoint, cette fameuse pièce rapportée, joue un rôle énorme parce qu'il signifie à tout le monde que maintenant, entre moi et mes enfants ou moi et mes parents, il y a cette pièce rapportée qui met une certaine distance. On ne peut plus être dans une fusion complète quand on a un conjoint, parce que par exemple, si je vais voir mes parents et qu'on se met à glousser, à ricaner sur des trucs qui sont passés quand j'étais petite et des vacances et des machins, on exclut la fameuse pièce rapportée puisque lui n'a pas vécu tout ça. Donc si on veut l'inclure dans la communication et faire qu'il se sente bien, on est obligé de mettre une distance avec nos souvenirs, notre fusion, etc. Et c'est le rôle de la pièce rapportée que de signifier à tout le monde que maintenant, il est temps de passer à cette étape de sevrer les parents de leurs enfants et de se comporter davantage comme le conjoint de notre conjoint que comme l'enfant de nos parents. Et donc, à partir de là, si j'ai pris la bonne distance avec mes parents, si mon couple conjugal est bien solide, on va pouvoir passer à l'étape de faire des enfants et de commencer à les élever. Et à ce moment-là, quand les enfants arrivent, on a plusieurs étapes à franchir. La première étape à franchir est de créer ce qu'on appelle le lien parental. C'est-à-dire que vous aviez un lien conjugal et doit venir en parallèle se greffer un lien parental. Ils ne doivent absolument pas se substituer. Nous devons rester avant tout mari et femme ou conjoint et conjoint, et le couple parental doit être en parallèle et non pas à la place de. C'est une erreur que font beaucoup de jeunes couples, d'oublier d'être encore mari et femme et de devenir trop parents et de n'avoir plus que le lien parental comme raison d'être ensemble. Donc c'est le moment de resolidifier son lien conjugal, de construire ce lien parental. Et là déjà c'est extrêmement compliqué parce qu'en fait il va nous falloir synchroniser
Alors, il faut que je ferme des applications inutiles. Bon. Il va nous falloir synchroniser nos deux systèmes éducatifs. C'est-à-dire que moi, j'ai une idée très précise de comment les enfants doivent être élevés et bizarrement, mon conjoint aussi. Et donc, il va falloir qu'on arrive à synchroniser nos données pour pouvoir créer un système éducatif commun. Et évidemment, on va le créer au fur et à mesure avec nos enfants, par le dialogue, en discutant. Tu sais, quand tu fais ça avec lui, moi je suis pas d'accord, oui, mais moi je trouve que c'est bien. Trouver les moyens de créer un couple parental solide et solidaire face aux enfants pour pas se saboter mutuellement dans nos interactions. Une fois qu'on a commencé à élever nos enfants, il faut aussi réaliser qu'un enfant, ça nous fait revisiter toutes nos priorités de vie et toutes les raisons qu'on pouvait avoir d'être ensemble. Si par exemple on était un couple extrêmement sportif, avec des enfants en bas âge, ça ne va plus être trop possible de faire du sport avec la même intensité qu'avant. Qu'est-ce qu'on fait? On se sacrifie tous les deux un peu pour que chacun puisse garder un peu de son sport, ou il y en a un qui reste à la maison et l'autre qui va faire du sport sans l'autre. Vous voyez à quel point ça risque d'être compliqué, etc. Si en tant que femme, j'ai choisi un homme un peu paternel, je vais me faire voler ces instincts paternels par mes enfants, il va falloir que j'accepte de grandir au lieu de revendiquer le fait que c'est avant tout mon père plutôt que celui de mes propres enfants. Inversement, si un mari a choisi sa femme parce qu'elle était très maternelle, il va être dépossédé de l'instinct maternel de sa femme par ses enfants. Il faut qu'il soit beau joueur et qu'il accepte de grandir et de se positionner en parent à ses côtés. Et puis, quand les enfants vont naître, eh ben, ça va être le retour de belle-maman qui va revenir en force en tant que grand-maman. Alors je dis belle-maman, grand-maman, mais bon, il y a des beaux-pères et des grands-pères qui peuvent être aussi intrusifs et abusifs que les belles-mères. Mais bon, la culture veut que ce soit les belles-mères qui soient le problème dans l'histoire. Donc là aussi, il faut vraiment que les grands-parents arrivent à trouver leur place et ne se substituent pas à leurs enfants dans la façon d'interagir avec les petits-enfants. C'est souvent ça qui crée des brouilles. C'est l'idée que les grands-parents pourraient avoir, qui sont plus mûrs pour élever les enfants que les parents font pas ce qu'il faut, ou que bien qu'en tant que grands-parents, comme ils savent faire, ils n'écouteront pas les consignes des enfants. Et c'est là que les ennuis commencent et les frictions entre les parents et les grands-parents, quand les grands-parents ne sont pas à leur place de grands-parents et essayent d'être parents à la place du parent, si je peux dire comme ça. Donc attention aussi à être très respectueux du jeune couple parental, parce qu'il est très insécurisé, évidemment, hein, c'est son premier enfant, il est en train d'apprendre le métier, et si vous commencez à être trop intrusif, trop critique vis-à-vis des jeunes parents, vous allez vraiment les blesser et ils risquent vraiment de vous mettre à distance. Donc, quand je suis grand-mère et belle-maman, hein, je me fais toute petite et je savoure les moments de joie que j'ai à voir mes petits-enfants plutôt que d'essayer d'expliquer à leurs parents comment ils doivent interagir. Voilà. Et donc, quand naissent les enfants, il se passe un phénomène qui est incontournable, c'est que doit se mettre à ce moment-là en place la frontière sacrée et magique entre le monde des adultes et le monde des enfants. Une frontière sacrée où on sait qui est qui, les adultes des adultes, les enfants des enfants. Parce que si on ne met pas en place cette frontière sacrée et magique entre le monde des enfants et le monde des adultes, toute la structure familiale va commencer à dysfonctionner. Les enfants doivent avoir le droit d'être des enfants, c'est-à-dire ils ont le droit à une enfance insouciante, ils ont le droit d'être protégés, ils ont le droit d'être guidés, ils ont le droit d'être cadrés. C'est notre boulot de parents de leur offrir ce cadre-là, sécure, où ils peuvent être des petits chatons insouciants, alors avec les limites du fait qu'au fur et à mesure qu'ils grandissent, il faut évidemment un l'âge de raison qui commence à s'autonomiser, mais il faut vraiment laisser le droit à nos enfants de rester des enfants. Or, depuis mai 68, hein, le mythe du parent copain, le il est interdit d'interdire, depuis Françoise Dolto, l'enfant est une personne, on a complètement oublié qu'un enfant était un enfant et dans beaucoup de situations, notre maltraitance consiste à le traiter comme un mini-adulte au lieu de le traiter comme un enfant. Donc ça, je vous renvoie à mon livre Bien communiquer avec son enfant pour voir si vous êtes bien positionné en guide de vie, si vous lui en demandez pas trop, si vous, par exemple, une des choses qui insécurise beaucoup les tout petits enfants,
c'est qu'on leur demande trop leur avis. Parce qu'un petit enfant, c'est pas un nutritionniste, c'est pas un météorologue, c'est pas un médecin du sommeil, c'est pas quelqu'un qui connaît la vie. Donc si vous lui demandez comment il veut s'habiller, il va vous dire bah, mes sandalettes rouges, c'est mes préférées. Oui, sauf qu'il neige dehors, donc c'était pas la peine de lui demander. Après, il va faire un caprice parce que vous voulez pas qu'il sorte en sandalettes dans la neige. Si vous lui demandez ce qu'il veut manger, il va vous dire des frites et du chocolat, évidemment. Donc il vaut mieux lui dire à table plutôt que de lui demander ce qu'il veut manger. Donc comment il veut s'habiller, à quelle heure il veut se coucher, c'est pas à lui de décider, c'est vous les parents qui savez. Il faut vraiment reprendre le leadership. Vous avez le pouvoir, vous devez l'exercer. Et je précise que pouvoir n'est pas un gros mot, c'est un état de fait. Quand je suis parent, je suis responsable de mon enfant et c'est moi qui ai le pouvoir pour lui jusqu'à ses 18 ans. Donc si je n'exerce pas ce pouvoir et que je lui laisse croire que c'est lui qui décide, eh bien, je suis maltraitante d'une certaine façon. Donc une frontière magique pour permettre aux enfants d'être des enfants, et il ne doit y avoir que des enfants du côté de l'enfance. Tous les dysfonctionnements familiaux viennent du fait qu'il y a un adulte qui n'est pas positionné au bon endroit. Ça va être soit donc des parents, on en a parlé tout à l'heure, des parents qui infantilisent leurs enfants adultes et essayent de les faire passer sous la barrière de l'enfance et traitent par exemple une jeune maman comme si c'était une gamine de 10 ans. Ça va être un mari immature qui se place en grand frère de ses, ou en petit frère même de ses enfants. Ça va être une femme elle-même immature ou un enfant parentifié. Dès qu'un membre de la famille n'est pas du bon côté de la frontière magique entre l'enfance et l'âge adulte, la famille commence à dysfonctionner. Donc c'est vraiment important, en fait, faire qu'une famille fonctionne bien, c'est à la fois extrêmement simple et extrêmement compliqué. Il faut que chacun soit à sa place et joue bien son rôle. Et joue bien son rôle de parent, joue bien son rôle de grand-parent, joue bien son rôle de conjoint qui soutient son autre conjoint au lieu de prendre parti avec, du côté de ses enfants, etc. Il faut beaucoup, beaucoup de dialogue, beaucoup d'amour, beaucoup de bonne volonté pour que tout ça puisse fonctionner. Et donc maintenant, je vais vous parler un petit peu des nouvelles donnes, parce que ce sont des donnes qui ont vraiment beaucoup bouleversé les familles et apporté des souffrances supplémentaires. Donc, pour les familles homoparentales, c'est assez simple. Dans les familles, je vais dire, hétérosexuelles, il y a un père, une mère, mais il y a aussi un papa et une maman. Et en fait, la fonction parentale a deux aspects. L'aspect papa-maman, vachement gratifiant, hein, lire une petite histoire, faire un câlin, gratter le dos, donner une glace, etc. Hein. Le côté papa-maman est extrêmement gratifiant. Et le côté père-mère, qui est le côté qui cadre, qui pose les limites, qui dit va au lit, lave-toi les dents, fais tes devoirs, mets tes vêtements au sale, et qui doit répéter, répéter, répéter jusqu'à ce que les enfants aient acquis une forme d'autodiscipline, et celle qui gronde aussi, et la partie parentale qui est moins aimée. Autrefois, il y a 50 ans de ça, les enfants avaient beaucoup de mamans, très peu de mères, beaucoup de pères et très peu de papas. Maintenant, les choses se sont rééquilibrées et l'enfant a vraiment besoin des quatre. Il a besoin que les deux parents exercent leur autorité parentale, de poser des limites et de le cadrer et de l'aider à grandir. Et ils ont aussi besoin que les deux parents fasse aussi le rôle de lire des histoires, de faire des câlins, des bisous. Donc si l'un des deux parents, pour se réserver le beau rôle du gentil, laisse l'autre faire tout le sale boulot de cadrage, ça va poser un énorme problème dans la structure familiale, puisqu'il y aura ce déséquilibre où il y a un parent qui aura toutes les gratifications et l'autre qui sera redouté par les enfants et qui sera donc plutôt isolé comme étant le père fouettard de la famille, ce qui n'est pas ou la mère fouettard, donc ce n'est pas souhaitable. Donc que la famille soit hétéro ou homo, il faut vraiment que les deux parents soient à la fois papa, maman et père-mère pour vraiment permettre que l'enfant ait l'équilibre entre les quatre pôles. Et c'est d'autant plus important qu'on retrouve le même problème dans les familles recomposées. Si vous allez un petit peu vous promener sur le net, vous allez voir à quel point les belles-mères sont en détresse dans les familles recomposées. Elles sont en détresse à plein de niveaux. Et le premier niveau qui font qu'elles sont en détresse,
c'est que souvent les pères se déchargent sur les femmes de la fonction éducative. Il reste quelque chose du temps où on était des mammifères, n'est-ce pas? Nous sommes toujours des mammifères. Chez les mammifères, le rôle du mâle est assez limité. C'est parce que nous sommes des humains civilisés que les pères se préoccupent de plus en plus de l'éducation de leurs enfants et d'être inclus dans la famille. Et puis ils ont découvert aussi le plaisir du maternage, des câlins, des bisous, de lire une petite histoire et d'être proche de leurs enfants. Donc de plus en plus de pères s'impliquent, mais par contre quand ils sont séparés de la mère, les choses peuvent aussi extrêmement vite basculer parce que l'occasion est trop belle pour un père culpabilisé d'avoir divorcé, de laisser le sale boulot de cadrage à la belle-mère et de se garder le rôle de papa gâteau avec ses enfants, puisqu'il ne les voit qu'une semaine sur deux ou qu'un week-end, et donc de ne plus du tout exercer son rôle parental de cadrage avec ses enfants. Il y a des pères ils m'ont dit, moi, vous savez, mes enfants, je les vois un week-end sur deux, ça peut vous paraître équitable, mais pour moi, un week-end sur deux, c'est 4 jours par mois. Moi, en 4 jours par mois, je vais pas rattraper tout le reste du mois où la mère les éduque à son idée. Moi, quand je vois mes enfants, c'est pour en profiter. Et c'est pas faux non plus. Mais dans ce cas-là, qu'il ne laisse pas à la belle-mère le sale boulot de cadrer ces enfants-là, parce que les belles-mères ne sont en plus souvent pas suffisamment légitimées pour pouvoir exercer ce rôle. C'est-à-dire que si vous voulez qu'un beau parent puisse exercer sa fonction parentale de fait, hein, à partir du moment où un adulte vit avec un autre adulte, s'il y a un enfant dans la maison, il a un rôle parental. Par exemple, si je suis la conjointe d'un homme qui a un enfant, je ne vais pas laisser l'enfant aller se noyer dans la piscine ou mettre les doigts dans la cheminée sans rien faire, sous prétexte que c'est pas mon fils. On est d'accord. J'ai un rôle parental de fait à jouer. Mais pour que je puisse jouer mon rôle parental dans les meilleures conditions, j'ai besoin d'être légalisé par mon conjoint. C'est-à-dire que mon conjoint, à un moment donné, dise à ses enfants, Christelle vit avec nous, t'es pas obligé de l'aimer, mais t'es quand même obligé de la respecter parce que c'est ma femme. Et ensuite, elle va jouer un rôle parental à mes côtés. Donc, quand elle te demande quelque chose, tu lui obéis. Si le père n'a pas fait ce job-là, les enfants vont immédiatement rétorquer, de toute façon, t'es pas ma mère, t'es pas ma mère. Et donc, ça complique beaucoup, beaucoup la tâche des belles-mères que les pères n'aient pas fait ça. Si la mère est peu intelligente en face et n'a pas donné son aval pour que les enfants investissent la belle-mère, c'est une complication supplémentaire. C'est-à-dire que l'enfant a besoin de la permission du parent pour aimer le beau-parent du même sexe. C'est-à-dire un enfant a besoin que sa mère lui dise tu as le droit d'investir affectivement la nouvelle femme de ton père, et le père doit dire à l'enfant, tu peux totalement investir le nouveau conjoint de maman, il vit avec elle, donc c'est forcément quelqu'un de bien et il a le droit de t'éduquer. Quand ça c'est fait intelligemment, tout se passe bien. Mais la plupart du temps, il reste des rancœurs dans le couple divorcé, hein. Je me souviens d'un gamin de 14 ans que j'avais dans mon bureau. Sa mère, elle lui disait ça va, quand il rentrait de week-end, il disait, ça va, il va bien ton connard de père et sa poufiasse de bonne femme. Voilà, non, il faut pas faire ça, faut pas faire ça. Gardez vos rancœurs pour vos copines, allez vous épancher auprès de vos copines, mais ne faites pas ça à votre fils. Laissez à vos enfants le droit d'investir affectivement toute la famille recomposée, y compris ses demi-frères, ses demi-sœurs. Alors vous avez le droit de dire ce sont des demi, et ta belle-mère c'est ta belle-mère, hein, c'est ta maman de cœur, ta vraie maman ça reste moi, mais laissez l'enfant investir affectivement et simplifier la vie des belles-mères, parce que si vous êtes la mère de votre enfant, si il n'a pas investi sa belle-mère, hein, si ça se passe mal avec elle, il est privé de maternage pendant tout le temps où il est chez son père, c'est quand même super dommage parce que quand même nos enfants qui sont des petits mammifères ont énormément besoin de maternage. Voilà. Et le dernier point que je voudrais aborder, c'est le cas des familles dites monoparentales. Donc, ce que je vous ai dit, 17% d'hommes, mais tout le reste des femmes seules avec les enfants. Et là, on a un double problème, c'est que les femmes n'ont pas été habituées à exercer l'autorité. Hein, une femme autoritaire, c'est une emmerdeuse, une mal baisée, c'est tout ce que vous voulez. Donc les femmes ont beaucoup de mal à donner des ordres, à se faire obéir
Donc elles traitent trop d'égal à égal avec leurs enfants, elles essayent trop de négocier, donc elles se compliquent la tâche et elles compliquent aussi la tâche des enfants. C'est beaucoup plus difficile d'obéir quand je ne suis pas cadrée. Donc ces pauvres mamans, elles sont vraiment en difficulté, il faut vraiment qu'elles apprennent, il faudrait presque leur faire faire l'armée pour qu'elles apprennent à donner des ordres, gentils mais bref, hein, un ordre c'est pas forcément aboyer, ça peut être allez maintenant tu passes à la douche, dépêche-toi. Et non pas ah, ce serait bien si tu attendais pas à la dernière minute pour passer à la douche parce que tu comprends, je suis fatiguée, il est tard, gna, gna, gna. Avoir un discours ferme, affirmé, c'est hyper important vis-à-vis des enfants. Il faut vraiment leur donner des consignes claires et ils ont besoin qu'on leur donne des ordres parce qu'ils s'appuient dessus. Pour que vous compreniez mieux comment fonctionne ce système d'ordre, euh, je crois que tous on rêve un jour d'avoir un copain ou une copine qui viennent chez nous et qui nous disent allez, j'ai l'impression que tu es un peu débordé, viens, je vais te filer un coup de main, on va faire tes carreaux, tu vas voir, dans une demi-heure, toute ta maison, elle va briller. Hein, ça nous doperait quand même pour aller faire les vitres. Et ben les enfants, ils ont besoin de ça aussi, mais puissance 10, parce qu'ils n'ont pas encore enclenché leur autodiscipline et des réflexes automatisés. Donc, ils ont besoin de s'appuyer sur nos ordres. Passe à la douche, lave-toi les dents, fais tes devoirs, va ranger ton manteau. On peut le dire gentiment, mais ce sont quand même des ordres. Il faut que les mamans apprennent à en donner. Enfin, l'autre problème de la famille monoparentale, c'est qu'il y a une chaise vide. La chaise du conjoint manque, donc en général souvent la chaise du papa, mais quelquefois la chaise de la maman. Et ce qui se passe pour un enfant, c'est quand il y a une chaise vide, il ne peut pas ne pas aller s'y asseoir. C'est-à-dire que dans les familles monoparentales, souvent l'aîné va se croire investi de manière tout à fait inconsciente de l'obligation de jouer le rôle de coparentalité à côté de son parent pour les petits frères et sœurs. Et donc, ça lui donne de trop lourdes responsabilités, ça en fait un mini-adulte. Il n'est pas du bon côté il est pas du bon côté de la frontière magique. Au lieu de rester dans son monde d'enfant, parce que maman est toute seule, il va aller la seconder et se parentifier tout seul. C'est extrêmement préjudiciable. C'est aussi extrêmement difficile de faire autrement quand on est une maman isolée. Donc pour les familles monoparentales, je vais vous donner deux conseils. Le premier, c'est d'être extrêmement vigilant à ne pas transformer vos enfants en confidents, même si vous avez beaucoup besoin de bavarder. Le deuxième, c'est de copiner au maximum. Il existe aujourd'hui des associations de parents solos qui organisent justement toute une entraide, des pique-niques, des machins. Et alors, si vous voulez faire plaisir à vos enfants en tant que maman isolée, euh, rentrer dans ce réseau d'entraide parentale parce que les enfants adorent les tribus. Mais alors vraiment, le côté tribu avec plein d'adultes, plein d'enfants, finalement comme les familles d'autrefois. Ils en raffolent et ça les sécurise aussi de vous savoir entourer d'autres adultes pour vous soutenir. Voilà, on a fait un petit tour un peu général de la famille hein, dans tous ses états. Tout le reste, vous pouvez le trouver dans mes livres. Hein. Comment apprendre à écouter pour être un bon conjoint bien à l'écoute. Comment gérer vos émotions, par exemple, hein, donc avec ce webinaire qui aura lieu dans pas longtemps. Euh, comment élever ses enfants, bien communiquer avec son enfant pour vraiment pouvoir respecter tous les pôles qui sont importants et là déjà, si vous avez des soucis familiaux, vous pouvez avoir une idée de dans quel coin ça pêche. Et vous allez pouvoir commencer à rectifier tout ça. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Je vous souhaite du fond du cœur que vous puissiez eh ben, faire le meilleur usage de cette conférence et avoir la famille ricorée harmonieuse dont vous rêvez.